Ah, The Last of Us. Probablement un des jeux qui aura fait le plus de bruit cette année. Que ce soit positivement ou négativement, une chose est sûre, il a laissé peu de gens indifférents. Alors, polémique justifiée, jeu surcoté ou véritable incontournable de la PS4? On va voir rapidement ce que vaut vraiment le nouveau bébé de Naughty Dogs. Déjà, la question légitime que l'on peut se poser, c'est le premier opus avait-il nécessairement besoin d'une suite? De mon point de vue, la question est clairement à nuancer. Car à la fois, quand le jeu s'est terminé, je n'avais qu'une seule hâte, qu'une suite voie le jour pour retrouver ce duo qui m'avait tant marqué. Car oui, je fais partie des gens qui ont été totalement immergés dans cet univers et submergés par tout un tas d'émotions tout au long de l'aventure. Et c'est justement là le problème. Peut-on vraiment faire mieux que le premier opus? À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai terminé le deuxième opus depuis quelques jours et j'en suis encore sous le choc. Tant le jeu m'a bouleversé et ballotté entre plein d'états différents. Déjà, dans un premier temps, je pense que ce qui marquera directement le joueur, c'est la beauté globale du titre. Les équipes de Naughty Dogs ont donné vie à une véritable œuvre d'art, que ce soit à travers des graphismes époustouflants au point de prendre toutes les 10 minutes des captures d'écran, ou de son ambiance générale. Pour rappel, le jeu tourne exclusivement sur PlayStation 4 et pour l'avoir fait sur une PS4 classique, le résultat est vraiment à couper le souffle. Même si malheureusement tout ça a un coût. Notamment des grosses périodes de crunch qui sont de véritables calvaires pour les équipes. Que ce soit la direction artistique du titre, les musiques ou le sound design, tout a été peaufiné pour donner aux joueurs un sentiment d'immersion et d'implication. Et les musiques, tiens, parlons-en. Plutôt discrète en apparence, elle joue un rôle relativement central dans l'œuvre, en particulier la guitare acoustique qui viendra souvent soutenir des scènes et moments clés, amplifiant l'impact de ceux-ci. Ensuite vient l'écriture, l'histoire et les personnages. Et là encore, à mon sens, c'est un sans faute. Le jeu est prenant de bout en bout, malgré certes quelques longueurs qui parfois casseront un peu le rythme global de l'œuvre. La mise en scène est bluffante de réalisme et nous fera passer par mille et un sentiments contraires, nous faisant même parfois réfléchir sur nos propres choix et notre propre conception du bien et du mal. L'histoire, elle reste somme toute assez classique et est justement embellie par un casting convaincant et charismatique pour la plupart. Parfois si bien écrit qu'on a réellement l'impression de les connaître. Le tout est sublimé par une VF qui n'a pas à rougir face à la VO, avec notamment Adeline Chetaille, Cyril Monge et Kelly Marot, respectivement Ellie, Joël et Dina pour ne citer qu'eux, qui ont grandement contribué à l'empathie et l'immersion du joueur à mon sens. Mais alors, un jeu sublime tant en termes d'écriture qu'en termes de réalisation, est-il vraiment dépourvu de tout défaut? Eh bien, comme vous vous en doutez, non. Comme dit précédemment, le jeu souffre parfois de quelques longueurs et d'un gameplay relativement redondant, mais qui tout de même devient légèrement plus rythmé dans la deuxième moitié du jeu. Ne vous attendez pas là à un Tomb Raider ou un Call of Duty, le gameplay se résume souvent à avancer dans des zones plus ou moins ouvertes, à fouiller divers mobiliers en quête de trouver de l'équipement pour upgrade ses armes ou compétences, et dézinguer, désinfecter ou des membres des différents groupes qui peuplent le jeu. Mais avec presque tout le temps la possibilité d'avoir une approche discrète, bourrine, ou tout simplement d'éviter toute forme d'hostilité. Mais cela reste malheureusement insuffisant pour vraiment trancher ce côté lent et rébarbatif qu'on peut lui reprocher. Malgré tout, la qualité des animations permet de pimper un peu cette monotonie, et justement, elle est la raison pour laquelle je ne conseillerais pas le jeu aux plus jeunes. En effet, certains passages sont bruts et sans aucune censure. On voit des gens souffrir, suffoquer, la gorge tranchée ou partiellement démembrée. En particulier ceux mis en scène par le biais de cutscenes, où on sent réellement la lame traverser un amas de muscles et de chair, plutôt qu'un simple sprite 3D vide. En dehors des cutscenes, le gameplay propose lui aussi son lot de passages gore. Poser une bombe au sol ou tirer un grand coup de fusil à pompe dans les jambes de vos ennemis, c'est la garantie de les voir démembrés, laissant un adversaire au sol en train d'hurler de douleur, ce qui attirera tous ses alliés environnants et même les infecter aux oreilles sensibles. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte d'un autre élément important. Tous les PNJ ont une identité, un prénom, et quand ils meurent, leurs compagnons réagissent. Certains sont tristes, d'autres énervés ou même apeurés en voyant leur corps. On a enfin plus cette impression d'être le seul personnage travaillé du jeu, tuant à la chaîne des pelletés de clones. On est même parfois à la limite d'être un PNJ pour les PNJ. Et dans l'ensemble, c'est cette multitude de détails qui donne de la profondeur et de la crédibilité au titre. En parallèle, le jeu offre des scènes émouvantes et d'autres avec un petit effet waouh, rappelant les girafes du premier opus pour ceux qui auront la référence. Pour finir, j'ai entendu beaucoup de critiques sur le jeu, et les choix qui ont été faits par le studio, notamment sur la fin et sur un aspect propagande LGBT du jeu. Eh bien, pour être honnête, non, je ne pense pas qu'il y ait meilleure fin que celle proposée dans le jeu. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Pour le second aspect, encore une fois, non, le jeu n'est en rien une propagande LGBT.
Il y a des personnages et ils ont leur vie et leurs histoires, c'est tout. Et bien au contraire, c'est encore une fois ce qui donne ce sentiment de crédibilité au jeu, servant parfois même très habilement l'histoire. Alors, que peut-on conclure de tout ça ? Pour certains, le jeu leur passera totalement à côté. Ils préféreront sans doute des expériences axées multi-compétitifs ou des jeux beaucoup plus rythmés. Et pour d'autres, la magie opérera et tout l'aspect du solo narratif prendra son sens. En clair, pour moi, le jeu est à l'image des joueurs, ni tout blanc, ni tout noir, mais agrémenté de mille et une nuances qui en font non pas un simple jeu, mais une expérience à vivre. Il assume parfaitement ses choix, nous donnant parfois envie de définitivement poser la manette, ou à contrario, jouer des heures durant sans réfléchir au temps qui passe. Car c'est ça The Last of Us, une bulle dans laquelle on aime se plonger et s'interroger, pour en ressortir changé et marqué au fer rouge. Cette vidéo étant une vidéo avis et non pas une vidéo test, il n'y aura donc pas de notes attribuées au jeu. Mais sachant tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, connaissant ses faiblesses, ses qualités et l'avis différent de tout type de joueur, le jeu a-t-il vraiment les épaules pour devenir le GOTY de 2020 ? Ma réponse est oui. L'année dernière, Sekiro a surpris tout le monde tant il est un jeu de niche de par son côté exigeant. Et pourtant, il est devenu le GOTY de 2019. Alors pourquoi pas The Last of Us 2, qui prouve une fois de plus que oui, les jeux narratifs solo ont encore de belles années devant eux.